Génial. Est-ce qu'on a Sandra et Elodie qui sont bien parmi nous? Je vais juste Oui, m'assurer de ça aussi. oui, Sandra présente, Elodie présente. oui, Génial. bonjour à tous. Bonjour. Désolée pour ce démarrage qui fait partie de la vie. Effectivement, là, les plusieurs tables rondes qui étaient sur le même lien. Donc là, Jérémy nous a trouvé la solution en mettant deux différents. Donc, bienvenue, vous êtes allé au bon endroit si vous voulez entendre parler de biomimétisme et de régénération. Et pour ça, j'ai la chance d'être entourée de trois femmes brillantes qui sont à leur niveau dans des expertises à la fois sur le biomimétisme, la bioinspiration, le régène et avec des vrais modèles. Et pour ça, je vais vous poser une première question à toutes les trois et vous allez pouvoir vous présenter en quelques mots et répondre à ma question. Amélie notamment, puisque tu nous fais l'honneur d'ouvrir cette salle d'attente et maintenant cette table ronde, est-ce que tu pourrais juste nous dire déjà ce qu'on entend par régénératif, ce mot régène qu'on voit un peu partout mais qui n'est pas toujours évident à comprendre? Est-ce que tu aurais des pistes à nous proposer? Ok, bonjour tout le monde, bienvenue. Si vous êtes là pour le biomimétisme, effectivement, c'est la bonne salle. Euh, le régénératif ou la régénération socio-écologique dans l'idée de c'est l'humain et le non-humain, pour moi, l'élément clé à retenir, c'est simplement mettre le vivant au cœur de tout. Je te laisse admettre, Aïna, au fur et à mesure, là, les gens qui arrivent. Mettre le vivant au cœur de chaque action, chaque décision. Derrière ça, c'est soutenir et dynamiser la vie sous toutes ses formes, hein, qu'elles soient les êtres, les végétaux, les animaux, les écosystèmes. Et c'est favoriser la capacité des écosystèmes à développer leur plein potentiel, hein, qui est intrinsèque, dont ils ont la capacité à fournir des services dont nous, on bénéficie grandement, bien souvent gratuitement. Par exemple, on ne tire pas sur une fleur pour aller la faire pousser plus vite, hein. Elle a dans son ADN ou génome, je sais pas, je suis pas biologiste à la base, mais on a des experts ici. Mais par contre, on va lui fournir, s'assurer qu'elle ait les bonnes conditions pour développer son plein potentiel de fleurs, donc à savoir le terreau, le soleil, l'eau. Et en ça, du coup, ça veut dire que le régénératif, c'est la propriété intrinsèque du vivant. On n'a pas une entreprise qui est régénérative en soi, qui a des bâtiments, des matériaux. Par contre, elle peut être à visée régénérative. Euh, c'est une propriété intrinsèque du vivant. Nous, voilà, quand on se coupe, hein, le corps se régénère, hein, nos plaies. Et souvent, on me demande quelle est la différence avec le développement durable, puisqu'on a l'économique, l'environnement, le social et le sociétal. Et le régénératif, c'est mettre le vivant, l'environnement, la nature, mais bon, cette notion quand même fait la séparation, mais c'est le socle de tout, c'est la base dans laquelle s'insère le social et dans laquelle s'insère l'économique qui vient au service d'eux. Mais c'est pas l'économie comme dans notre société occidentale qui est au-dessus de la pyramide et qui dirige tout, qui est la priorité. C'est vraiment dans le vivant sur lequel repose tout. Donc c'est à la fois évidemment limiter les impacts négatifs, hein, mais c'est pas suffisant. C'est créer des impacts positifs, mais derrière ça, pour l'humain non humain, mais derrière ça, c'est vraiment un changement en profondeur de nos modèles économiques et sociaux, d'organisation, en respectant les limites planétaires et les planchers sociaux. Bon, on pourra peut-être voir après en détail des applications concrètes On aura pour l'occasion de vous en dire plus. éviter les regen washing. Ah ouais, ça en sera preneur. Je te poserai une question dans ce sens-là. Merci beaucoup, Amélie. Effectivement, on avait besoin un peu de mettre les contours de cette terminologie. Qu'est-ce qu'on entend par régénératif? Il y a un deuxième mot de cette table ronde, si vous êtes là, qui devait peut-être vous intéresser, qui est le mot biomimétisme. Souvent, quand on s'intéresse à cette approche, on a des gens qui vont plutôt s'emparer de la démarche de bio-inspiration, s'inspirer du vivant versus biomimétisme, une approche méthodologique qui permet d'aller vraiment faire de l'abstraction technologique et d'aller innover grâce à la nature. J'ai autour de cette table fictive Sandra Ray qui a notamment avant cette nouvelle aventure dont elle va nous parler un peu plus tard, qui est Anima, elle avait créé une initiative qui avait fait pas mal de bruit autour justement de la manière dont on peut s'inspirer de la nature. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, Sandra, de l'aventure Glowy?
Oui, avec plaisir. Effectivement, j'ai créé il y a un peu plus de 10 ans une start-up donc qui s'appelle Glowy, dont l'objectif était de s'inspirer dont, les organismes vivants, font de la lumière de manière biologique pour éclairer différemment. Et ce qui était intéressant dans cette démarche, donc on utilise des bactéries marines qui sont capables de produire cette lumière biologique de bioluminescence. Et ce qui était intéressant, sur ce sujet-là, plutôt, systémique, écosystémique, c'était de se rendre compte que l'objectif, c'était pas seulement de limiter les consommations énergétiques, mais ça allait bien plus loin en termes de système, c'est-à-dire, on s'est rendu compte que cette lumière, par exemple, n'attirait pas de la même manière la biodiversité, les écosystèmes d'insectes, et donc permettait de diminuer des phénomènes de pollution lumineuse, permettait aussi de remettre en question la manière dont on éclaire et donc de facto diminuer les intensités d'éclairage qu'on s'était imposées jusqu'à maintenant parce qu'on pouvait faire de la lumière surfacique, etc. Et en plus de ça, permettait de recréer une relation complètement différente à ces luminaires puisqu'on crée une relation avec le vivant. Et s'occuper d'un écosystème de bactéries, c'est pas la même chose que de s'occuper d'une ampoule. Et donc, ça permettait aussi de recréer un nouveau respect et une nouvelle manière d'appréhender ces objets du quotidien qu'on regarde pas de la même manière pour changer le rapport aussi aux choses. Et donc voilà, on a installé un premier mobilier urbain en 2023 et c'était intéressant de voir à quel point les discussions, notamment avec les collectivités, faisaient changer leur regard sur la manière même dont ils concevaient en fait les espaces grâce à ce nouveau médium qui était un médium vivant. Ouais, exactement. Tu as bien souligné les deux aspects, l'aspect tech et l'avancée technologique, mais aussi l'avancée en termes de sensibilisation. C'est des objets qui font que le grand public ou les entreprises euh, ont aussi une connexion différente avec la nature. Et là, on a donc l'occasion aussi d'introduire Elodie, qui est donc la troisième personne qui va intervenir dans cette table ronde. Elodie, toi, tu es aujourd'hui dans un bureau adossé à Pocheco. Pocheco, qui est quand même l'exemple d'entreprise qu'on cite très souvent comme une entreprise qui va articuler à la fois des enjeux de biomime et de régénératif. Est-ce que tu pourrais nous dire concrètement comment ces deux approches, elles se traduisent dans votre manière de produire, penser et d'interagir avec le territoire? Oui, bonjour à tous. Déjà, Pocheco, peut-être une petite explication. C'est une entreprise qui est basée dans le nord de la France. Nous sommes 80, une équipe de 80 personnes. L'activité principale, c'est la fabrication d'enveloppes en papier et nous existons depuis presque 100 ans maintenant. Et effectivement, il y a 25 ans, on a fait d'énormes transformations dans l'entreprise, que ce soit dans les choix des matières, le process, le bâtiment, notre organisation. On a absolument tout changé pour faire en sorte de ce on a eu comme explication juste avant, effectivement, intégrer le vivant dans notre stratégie, dans nos modes de décision, intégrer le vivant absolument partout. Je vous donne un exemple. Il y a 25 ans, on a commencé par vouloir transformer nos produits. On a repensé toutes les matières premières. On a cherché à sortir tous les produits toxiques de notre entreprise. Alors au départ, c'était pour un intérêt d'amélioration des conditions de travail. L'entreprise allait pas bien financièrement, l'équipe était démobilisée, les conditions de travail étaient pas satisfaisantes. Donc notre première démarche, ça a été de sortir les produits toxiques. Et on s'est amélioré, on s'est rendu compte en faisant ça que les conditions de travail s'amélioraient, les impacts sur le milieu naturel aussi, et qu'en même temps, on faisait des économies que l'on pouvait de ce fait réinvestir dans d'autres projets. On est rentré dans une espèce de cercle vertueux sur ces sujets-là pour absolument tout changer. On a, à force de changer nos matières premières, donc notre première démarche, on a appris à mieux maîtriser notre chaîne de valeur, à mieux maîtriser toutes les matières, leur provenance, leur mode de transport, et on a absolument tout repensé. Et puis, en faisant de cette manière-là, eh bien, on a fini par s'habituer à côtoyer le vivant. On a renforcé nos connaissances sur la biodiversité. On a de ce fait transformer le site en accueillant mieux la biodiversité sur le site, sur les toits, sur les voiries, absolument partout. Et en faisant cela, eh bien, on s'est habitué à côtoyer le vivant, à mieux le connaître et donc mieux le préserver. Petit à petit, l'ensemble de l'équipe a adopté des pratiques beaucoup plus vertueuses et respectueuses de tous ces sujets. Et
un petit résultat, peut-être depuis 25 ans. Là, on a fait nos derniers inventaires biodiversité. On a recensé 400 espèces vivantes sur le site, alors que au démarrage de la démarche, on n'avait que quelques espèces d'oiseaux, tourterelles, pigeons, hirondelles. Là, l'année dernière, on est passé à 56 espèces d'oiseaux sur le site et cette année, 64 espèces d'oiseaux. Donc, on voit bien que par notre action d'accueillir le vivant, on finit par l'accueillir bien et faire que le vivant se sente bien. Et par ailleurs, on en tire beaucoup de bénéfices écosystémiques parce que le vivant nous aide à tempérer le site, nous aide à traiter nos eaux usées, nous aide à mieux infiltrer l'eau de pluie sur le site. Enfin, beaucoup d'espèces, et donc beaucoup de services. Merveilleux. Merci beaucoup pour ce partage. C'est fou. Là, quand tu donnes les chiffres, je trouve que ça rend les choses encore plus concrètes. Mm. Énormément. Je voudrais du coup même comprendre, je t'interrogerai un peu plus tard, toi Elodie, sur la manière dont vous avez réussi à embarquer l'entreprise dans cette direction. Et pour ça, je vais juste demander à Amélie peut-être avant, toi qui es justement là, t'as eu un passage significatif chez Veolia dans un grand groupe et aujourd'hui, ton rôle, et tu pourras le repréciser, c'est aussi d'accompagner les dirigeants pour qu'ils s'inscrivent et qu'ils aillent dans la bonne direction. Et tu me dis souvent que la posture, pour toi, c'est le fondement de toutes les transformations. Comment tu pourrais définir le fait d'agir en s'inspirant du vivant? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi concrètement, Amélie? Et est-ce que tu pourrais nous dire aussi ces exemples de regen washing qui n'étaient pas prévus, mais si ça peut être l'occasion dans ta réponse de nous en dire quelques mots, ça m'intéresse de savoir comment on évite de tomber dans cet écueil-là. Ouais, s'inspirer des principes du vivant, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si on regarde les principes du vivant, évidemment, dans le vivant, il n'y a pas de déchets, hein, tout est réutilisé, réemployé. C'est le principe de décentralisation. Or, ben, notre société, nos entreprises, elles sont quand même très verticalisées, hein, top-down. C'est le principe d'hétérogénéité, alors qu'on est dans une société qui a tendance à beaucoup normer. Euh, le principe de singularité. Et après, on peut voir comment ces principes, on les applique à la fois sur les fonctionnements et à la fois sur les dynamiques humaines dans les organisations, hein, puisque c'est aussi le sujet du lien des êtres vivants, donc nous. Donc ce principe de singularité, comment on s'assure de respecter la singularité de chacun et son plein potentiel. Le principe, le vivant, il est aléatoire, hein, alors que nous, on a un fonctionnement qui est quand même assez linéaire, à vouloir tout planifier. Le vivant, c'est des cycles. Il est aussi redondant, il a des lenteurs, il n'est pas optimisé, et d'ailleurs il est sous-optimal, hein, si on regarde l'exemple très souvent que prend Olivier Amand de la photosynthèse, qui a un magnifique taux de rendement de 2%, quand nos panneaux photovoltaïques sont plutôt à 15%. Si on avait demandé à des ingénieurs de créer le principe de la photosynthèse, personne n'aurait misé dessus, quoi. Et pourtant, c'est la base de toute forme de vie derrière. Donc c'est ça aussi, pour dérouler sa pensée, qui le rend robuste et résilient. Et donc c'est comment nous, on peut s'inspirer de ces principes-là dans nos organisations, hein, donc on a bien vu pendant la crise du Covid que cette surperformance, en fait, on se rend compte que nos sociétés sont fragiles. Notre société, nos organisations, hein, les chaînes de valeur sont fragiles. Et puis un autre principe moins facile à intégrer celui-ci, c'est le principe de la croissance limitée. On n'a pas des arbres qui font 3 km de haut, alors que nous, on a quand même des gratte-ciel qu'on veut toujours monter encore plus haut. Donc le vivant, il est limité par son environnement, hein, et en ça, c'est 3,8 milliards d'années de R&D absolument formidable, donc ils sont très riches d'enseignements pour nous. Donc ça, c'est sur la partie de comment s'en inspirer de ces principes-là du vivant que j'ai pu énoncer. Et puis, tu parlais effectivement, ouais, je parle souvent de posture, hein, parce que c'est pas faire vouloir rentrer le régénératif dans un business model nouveau. Pour moi, il y a quelque chose de...
on va pas pouvoir tout mesurer avec des KPI, parce que le principe du régénératif, c'est d'aller transformer en profondeur les modèles et donc de changer de manière de voir les choses. Ça nécessite un questionnement profond, d'aller adresser ces questions courageuses, hein. Je parlais de croissance limitée, donc c'est la question du renoncement à certaines activités. Il y avait le PDG d'Interface, quand il a eu l'intention de transformer son entreprise. Interface, c'est quand même un leader mondial de la production de moquettes, donc à la base à partir de produits pétroliers. Il est allé voir son COMEX et il a dit: je ne sais pas comment on va faire. Donc en posture d'humilité quand même, mais en disant, voilà, ça va peut-être prendre des années, mais voilà le chemin, la vision en tout cas que j'ai. Et donc il y a maintenant des usines forêt, la recyclabilité, enfin bref, l'économie de la fonctionnalité, etc. Donc mais il avait quand même, voilà, il avait dit, je ne sais pas comment on va faire, mais en tout cas j'ai cette vision. Et après, c'est le principe d'émergence spontanée, de favoriser les bonnes conditions pour que puissent se développer ces comment on dit, nouvelles manières de faire, d'opérer. Et d'ailleurs, les questions du renoncement peuvent amener à des innovations, hein. On sait ce qu'on veut plus, on sait vers quoi on veut aller, on ne sait pas forcément comment on va y aller. Et donc ça nécessite derrière, ben, en tant que pour le niveau de la posture, des convictions, une volonté. Et donc ça nécessite peut-être d'aller questionner nos propres conditionnements, nos propres habitudes qui sont prises dans une société, donc dans du systémique, hein, c'est là où c'est pas facile, et d'aller questionner dans nos habitudes, notamment la question du rythme, où c'est souvent par facilité et pour répondre aux injonctions de court terme. Or, le principe du vivant, c'est le long terme, c'est la création continue. Et donc, ça vient questionner aussi notre rapport au temps à travers ça. Je me demande souvent qu'est-ce qu'on gagne, ouais, plutôt qu'est-ce qu'on perd à gagner du temps, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Hein, tu vois, il y a Effectivement, cette c'est la notion. vision court-termiste qui, en entreprise, fait que parfois, on prend des décisions qui sont pas pérennes pour Ouais. l'industrie aussi. Génial, merci pour ce partage-là. Je te reposerai la question différemment pour les écueils. De toute façon, on aura une deuxième partie table ronde plus là-dessus. Merci en plus pour avoir d'avoir un peu donné d'après toi quels étaient les ingrédients pour aller mettre en place des nouveaux modèles. Et Elodie, ça m'amène à te poser la question aussi de Pocheco. Pour moi, tu l'as dit que l'entreprise a été centenaire. J'imagine qu'à l'époque, vous étiez même des marginaux, un peu des gens complètement en décalage avec ce que le monde prenait. Est-ce que tu peux me dire comment vous avez, d'après toi, réussi à embarquer tout le monde? Il y a 100 ans, je ne te ferai pas l'affront de te dire que tu étais là, donc tu n'as peut-être pas tout l'historique, mais peut-être que tu as assisté quand même à des étapes clés de cette transformation. Tu peux nous dire comment ça s'est fait et comment ça a été possible? Attends, ton micro est coupé. Oui. C'est bon, on t'entend. Oui, oui, très bien. Je voulais, avant de rentrer dans la réponse à cette question, peut-être reprendre sur ce qu'Amélie nous disait sur les principes du vivant. J'ai une illustration là qui montre le site tel qu'il est aujourd'hui. Alors, c'est une illustration parce que justement, quand on a besoin de se projeter dans un temps relativement long, on n'hésite pas à utiliser l'illustration enfin, comme un objet ou comme un élément de communication pour l'ensemble de nos collègues. Donc ça, c'est une illustration qu'on avait faite il y a 7 8 ans et puis qui maintenant est quasiment réaliste puisque on le voit là à l'écran, le site tel qu'il était avant à gauche. Vous voyez bien mon écran, hein, avec des photos là cette Oui, c'est fois. bon. Oui. Oui. Donc le site de Pocheco tel qu'il était avant la transformation et tel qu'il est aujourd'hui, il a même évolué depuis 2018. Mais on voit clairement sur ce site que l'on a amené beaucoup de biodiversité sur les toits, sur les voiries. Ça, c'est la face visible. Mais on a fait aussi beaucoup de choses sur la question de l'énergie, puisqu'on a fortement réduit nos consommations de près de 30%. On a isolé le
bâtiment avec des matériaux biosourcés pour ça. On a changé nos équipements de production pour avoir des moteurs moins énergivores. Et puis, on a changé nos systèmes de production de chaleur. On est passé sur une chaufferie bois on a complètement supprimé la chaufferie gaz. Donc, on ne se chauffe plus du tout avec de l'énergie fossile. D'ailleurs, on a complètement sorti le fossile de notre activité. On a une grosse démarche là sur le zéro plastique qui est en phase de se terminer. Mais sur la question de l'énergie, cette chaufferie bois, elle fonctionne avec des déchets de palettes. Donc finalement, on se chauffe avec les déchets d'autres entreprises voisines que l'on va récupérer. On a organisé tout un système de collecte des déchets avec un partenaire. Ce partenaire broie les palettes et puis nous les amène pour notre chauffage. Et plutôt que de repartir à vide, ce partenaire prend aussi des déchets que sont des rognures de papier ou des cartons pour les emmener vers d'autres entreprises et qu'elles soient, cette fois, elles aussi, ces déchets soient eux aussi recyclés. Voilà, donc finalement, on voit bien que la question de l'énergie est fortement liée à la question de l'économie circulaire. On a aussi beaucoup de liens avec la biodiversité et l'eau, j'en ai parlé, puisque la biodiversité joue un rôle dans la thermique du bâtiment. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que tous ces enjeux sont tous liés les uns les autres. C'est vraiment une approche systémique. Et c'est ça qui rend le projet beaucoup plus porteur de sens, mais aussi beaucoup plus cohérent, beaucoup plus efficace sur ces points-là. Alors sur la question de comment ça a démarré, oui, ça a démarré parce que Emmanuel Druon, le dirigeant et président actuel de Pucheco, est arrivé dans l'entreprise et a beaucoup fait part à tout le monde de sa vision des choses. On parlait de renoncement, on parlait de vision long terme, c'est exactement ça. Le premier mot, ça a été sortir le produit toxique, donc il a fallu passer par des phases de renoncement et complètement éliminer certains produits et innover en trouvant des nouvelles matières plus écologiques. Mais ça a été aussi petit à petit une vision qui s'est musclée, qui s'est renforcée sur les aspects du vivant et d'intégrer le vivant absolument partout, dans toutes les stratégies, dans toutes les décisions de l'entreprise. Ça a été aussi dès le départ des mots-clés sur la relation à l'argent, en insistant sur le fait que la finalité de l'entreprise n'est pas de gagner de l'argent, la finalité c'est de produire sans détruire, sans laisser de traces et renouer avec le vivant. Ça a été des mots forts. Et passer d'un modèle économique où la finalité c'est gagner de l'argent, à un modèle qui lie les conditions de travail, le respect du milieu naturel, ça c'est complètement autre chose. Donc ça a été une transmission et une impulsion forte de sa part dès le départ. Et puis il a réussi à trouver autour de lui une équipe d'engagés. Alors au départ, cette équipe, elle était petite. C'était un petit cercle de salariés qui croyaient au projet et qui s'est mis en action pour mettre en œuvre les transformations. On était 4-5. Moi, j'ai démarré il y a 25 ans dans l'entreprise, donc je suis arrivée vraiment au tout début de la transformation. Je dirais qu'on était 5 personnes et petit à petit, quand les collègues ont commencé à voir les transformations et à se rendre compte que leurs conditions de travail s'amélioraient, eh bien, ce groupe de 4-5 a gonflé. Et aujourd'hui, on a une majorité des collègues qui sont complètement engagés et à l'action pour continuer à transformer les produits, les process, les bâtiments. Génial. Ouais, donc il a fallu une personne et une vision pour embarquer tout le monde petit à petit avec une équipe resserrée. Et Voilà. aujourd'hui, vous n'avez que des personnes alignées. C'est Exactement. Et passionnant. une vision, bien sûr, transmise régulièrement, répétée, illustrée, mise en récit. Une vision enthousiasmante, c'est aussi dans la manière dont Emmanuel l'a transmise. Il y avait beaucoup de joie, de, enfin, il nous a montré une voie vers une manière d'entreprendre beaucoup plus enthousiasmante que ce qu'on Oui. avait aujourd'hui. Ça a Et, compté beaucoup, oui. et l'écologie n'était pas forcément ni punitive comme on peut l'entendre, ni tristoun, ni.
il y avait, imagine, une forme d'émerveillement qui pouvait se faire dans toutes ces actions. Et j'aime beaucoup aussi Oui, ce que tu as souligné tout sur à le fait. rapport à l'argent. Tu avais des choses à dire après, encore? Non, c'est Plus bon pour toi? tard. Plus tard. Super. Sandra, moi j'en profite aussi pour te renvoyer la balle parce que toi aussi tu es en train d'imaginer, à mon sens et à mes yeux, comment le monde de demain sur le plan plus tech, notamment des IA, pourrait être différent. Là, vous êtes en train de développer une IA dont tu vas mieux parler que moi. Euh, mais quelque part, comment est-ce que tu pourrais nous dire comment la tech peut servir les intérêts du vivant et comment toi tu t'y prends avec cette nouvelle initiative que vous avez fait émerger? Ce dont on se rend compte, c'est qu'effectivement, une des premières barrières pour opérer cette transformation, c'est le savoir, la connaissance et l'accès à notamment à ces données biologiques qui, en fait, souvent sont caractérisées dans des articles scientifiques, etc., mais qui sont finalement peu accessibles quand on n'est pas biologiste et quand on est même concepteur des futures innovations ou du monde de demain. Donc, le sujet, ça a été vraiment de se dire, effectivement, en développant Asteria, qui est donc une plateforme d'IA qui permet d'aller rendre actionnables les mécanismes du vivant qui permettent du coup d'innover de manière plus durable notamment, c'était de se dire comment est-ce qu'on arrive à rendre accessible grâce à l'IA une quantité de données immense et difficilement compréhensible. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé, grâce à l'IA, screener 250 millions d'articles scientifiques. De tout ça, on en a tiré 60 000 modèles biologiques qu'on a découpés en 680 000 mécanismes. Ces mécanismes-là, ils sont plus dans le domaine de la biologie, mais c'est vraiment des mécanismes physico-chimiques qui permettent du coup à des concepteurs de s'approprier ce qui se passe dans le vivant pour le transposer à l'échelle de leurs propres innovations. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire sans l'IA, mobiliser autant de données et réussir à la qualifier de manière en plus extrêmement scientifique. Et donc, c'est sûr que ça permet d'avoir des avancées. Et surtout, ce qui est important là-dedans, c'est de se dire que si on veut s'inspirer de la nature pour innover, il faut être capable de rendre palpable tout ça et de le rendre le plus accessible possible. Et donc, l'outil d'avoir un logiciel à disposition de n'importe quel praticien, concepteur, ingénieur, designer, ça permet vraiment de faire cette transposition et de se rendre compte que sur nos problèmes, qu'ils soient techniques, comportementaux, à n'importe quelle échelle, de l'échelle de l'atome, de la molécule, en passant par l'échelle écosystémique, on est capable de trouver des solutions intéressantes puisque la nature a, elle, évolué pendant 3,8 milliards d'années pour trouver des solutions dans des conditions extrêmes, dans des environnements contraints. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc non seulement mobiliser l'intelligence artificielle pour aller comprendre ces mécanismes-là, ça permet de les rendre actionnables, mais ça permet aussi d'ouvrir des nouvelles voies d'innovation où on replace le vivant au centre pour prendre le réflexe de non pas réinventer la roue à chaque fois, mais de s'inspirer aussi de ce qui a été prouvé à travers le temps parce que le vivant a fait lui-même. Et donc, c'est vraiment tout l'enjeu de se dire, on met entre les mains un outil qui va accélérer à la fois cette prise de conscience et ce réflexe d'aller interroger finalement une base de données, une librairie qui est gigantesque. Génial. Et donc, pour comprendre, l'outil aujourd'hui que vous développez, il va être à la fois un outil que les entreprises vont pouvoir utiliser. Des particuliers, ça peut être aussi intéressant pour eux mais en tout cas, on va permettre aux gens d'appréhender le biomimétisme sans avoir une casquette de biologiste ou une formation en biomimétisme. Exactement. Le sujet, c'est vraiment l'accessibilité pour prendre le pouvoir sur ces modèles, ces inspirations qu'on peut aller tirer. Et la première chose à aller faire, et ce que permet aussi de faire l'outil, c'est de se poser les bons problèmes. C'est de comprendre Mm. exactement le problème finalement qu'on a, qu'il soit d'ordre technique ou écosystémique. L'outil va permettre aussi, grâce à l'analyse de l'IA et de l'IA générative, de décomposer ce problème en causes racines. Et c'est grâce à l'analyse de ces causes racines et sous-causes racines qu'on va être capable de correctement interroger le vivant aussi. L'outil va Ouais. faire cette traduction un peu dans les deux sens, de se dire comment est-ce que je passe de mon problème industriel à la bonne question à poser dans le vivant, comment est-ce que le vivant appréhende tel problème, et ensuite de l'autre côté, en allant chercher les modèles biologiques, comment est-ce que je vais le retraduire dans mon langage d'ingénierie et de concepteur pour m'en sortir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on intègre à la fois dans cet outil dès le départ la génération de concepts du vent inspiré à partir de modèles biologiques. Et ceux-là, on les traite au prisme d'un framework de Sustainable Design qui est le FSSD pour s'assurer que les solutions qui en sortent, dans la manière dont elles sont conçues au départ, prennent déjà la bonne route pour assurer que leur développement a un impact positif de manière systémique.
Génial. Et en plus, tu permets d'introduire un point qui est important, c'est que parfois on confond biomimétisme et virtuosité. On peut, enfin, le fait que ce soit vertueux in fine, alors qu'effectivement, on peut s'inspirer de la nature et créer une innovation qui est catastrophique pour l'écosystème qu'on veut défendre. Donc là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que j'ai eu l'occasion d'avoir des démos. Effectivement, l'outil est assez intuitif et permet de comprendre comment un problème peut être recomposé pour être sûr de répondre à la bonne problématique au départ. Et effectivement, on a ce filtre supplémentaire qui va éviter d'avoir la fausse bonne idée de demain et de réinventer un énième plastique hein, qui serait indésirable et d'avoir déjà pensé aux questions de où ça va se retrouver. Donc merci pour ça. J'en profite pour revenir sur toi, Elodie, sur le fait que ce modèle-là puisse se propager. Moi, quand on a échangé, j'ai compris qu'il y avait finalement la réussite de Pocheco, mais que l'objectif, c'était pas de s'arrêter là, c'était aussi de permettre à plein de gens de s'emparer, plein d'entreprises de s'emparer de votre démarche. Vous ne vouliez pas la garder pour vous. Comment ça se matérialise? Comment on fait pour faire cet essaimage? Et toi, est-ce que tu as même des quelques réussites dont tu aurais le droit de nous parler en dehors des locaux de Pocheco? Oui, effectivement, depuis 15 ans, enfin il y a 15 ans, pardon, on a créé un bureau conseil pour accompagner d'autres entreprises dans leur transition écologique. C'est un bureau qui s'appelle Ouvert, que j'ai cofondé avec Emmanuel Druon. Et depuis notre création, nous avons accompagné 500 projets d'entreprises pour changer les pratiques, changer les produits, changer les process, réaménager les sites industriels ou les sites d'entreprise. On travaille avec des PME, des grands groupes, des collectivités, et puis on travaille pour les entreprises avec tout type de secteur d'activité, l'agroalimentaire, le ferroviaire, la cosmétique, enfin, c'est assez varié. Ce que nous proposons, c'est dans un premier temps de venir s'inspirer. Donc, nous proposons des visites, des séminaires, des, des lectures, des formations qui se passent sur le site de Pocheco. Donc, c'est une manière aussi de montrer ce qui est possible de faire, de montrer que le champ de la transformation est tout à fait réalisable dans une entreprise. Voilà. Et puis, une fois que on a animé ces visites, on propose tout un tas de lectures parce que tu me demandais comment on avait trouvé ces idées et quel avait été le point de démarrage. Il y a aussi eu cette ouverture vers des activités pluridisciplinaires. On s'est beaucoup intéressé à des auteurs, des penseurs. Ça passe de Baptiste Morisot à Olivier Hamon, mais aussi des biologistes qui nous racontent la vie, le vivant. Voilà, ceux qui savent finalement bien mettre en récit. Donc les auteurs. On aime beaucoup la collection Actes Sud qui nous propose des livres vraiment inspirants. Ensuite, on va aussi proposer des vidéos, enfin, voilà, trouver de l'inspiration. Une fois que c'est fait, on a aussi une méthode pour aller porter des diagnostics, parce que, comme on le rappelle souvent, avant de se lancer dans la réponse, il faut d'abord bien comprendre le problème, bien mettre à plat le contexte où l'entreprise se situe, où le quartier se situe. Ça, c'est vraiment c'est essentiel parce que on peut pas imaginer une entreprise qui soit identique si elle est dans le nord ou dans le sud de la France. C'est impossible. C'est important de remettre le contexte en place parce que tout notre rôle, ça va être de replacer le vivant au cœur de la stratégie et donc de réancrer les entreprises dans leur milieu. On le disait, enfin, piloter avec des normes, des tableaux Excel, des indicateurs, ça ne fonctionne pas dans le modèle économique alternatif que l'on propose. Il faut aussi rajouter cette part de sensibilité, d'émotion, de, de lien vers le vivant. Et tout le vivant ne peut pas se mesurer exclusivement avec des indicateurs chiffrés. Donc c'est pour ça que ça va, le contexte va être important. Et puis avec mes 15 collègues qui ont des expertises variées, eh bien, on va aller questionner l'impact carbone, l'impact biodiversité, l'impact eau, l'impact sur l'énergie, enfin, l'éco-conception, etc. J'avais peut-être une ultime diapo à partager. Je la... Voilà. Vous voyez mon écran? Je crois, oui. Ok. Yes, c'est bon. Voilà. Ça résume ce que nous proposons.
Ça va là comme ça? Ouais, c'est bon, Oui, à toi ok. de morcer, Ça, imaginer, ça, réaliser. ça résume ce que nous proposons. Des thématiques environnementales et une démarche d'accompagnement depuis le démarrage jusqu'à la mise en œuvre. C'est assez varié parce que dans notre équipe, on a architecte, paysagiste, on a les compétences qui nous permettent de pouvoir passer à l'action. Et notre particularité, ça va être de porter ce projet avec le collectif, c'est-à-dire avec les salariés des entreprises. Ça, c'est vraiment important, en fait, d'associer assez vite les salariés dans la démarche pour réussir à les impliquer et faire en sorte que ce soit pas uniquement porté par le dirigeant ou par l'équipe RSE de l'entreprise. Voilà. Enfin, dans notre démarche, on travaille avec des partenaires, notamment avec le CBIOS, qui est cofondateur d'Asteria avec Sandra. Ils font des choses formidables au sein du CBIOS pour, pour aider à concevoir, selon l'approche de biomimétisme, aider à innover en s'inspirant des éléments du vivant. Donc tout ce que Asteria est en train de développer pour mettre à disposition des exemples de principes du vivant, de stratégies du vivant, ça va être autant d'éléments qui vont inspirer les entreprises dans leur démarche. Parce que là, le challenge est quand même assez lourd pour toutes les entreprises. S'engager dans cette transition, il va falloir que l'on fasse preuve d'innovation, il va falloir qu'on fasse preuve de coopération, donc c'est pour ça que de s'inspirer et mieux connaître le vivant et coopérer avec les salariés, ça me semble être les clés importantes pour réussir la transition. Et deux exemples, en ce moment, on accompagne EDF Renouvelable pour développer des éoliennes encore plus éco-conçues qu'elles ne l'étaient jusqu'à maintenant. Donc, avec toute une approche en cycle de vie et bien comprendre les impacts au moment de la conception, de l'installation et de l'exploitation. Et puis, nous accompagnons aussi la SNCF parce que la SNCF a aussi, doit faire face à l'enjeu de développer leur offre sur le territoire pour qu'il y ait plus de mobilité décarbonée grâce au train. Mais il va falloir rajouter des infrastructures, il va falloir aménager de nouveaux centres de maintenance, mais le faire de manière, enfin pas n'importe comment. Donc ils ont à cœur que ces nouveaux équipements soient aussi adaptés au changement climatique et puissent en même temps participer à l'atténuation du changement climatique. Ne Ouais, pas imperméabiliser, ne pas, voilà, etc. top. Merci Elodie, hyper clair. Et c'est génial que ça arrive jusqu'à ce genre de taille de structure. Donc, on sait qu'on peut imaginer des changements d'échelle, donc merveilleux. J'en arrive aussi à te poser la question, toi, Amélie. Souvent, quand on a l'occasion d'échanger sur ces questions-là, tu me parles beaucoup de facteurs humains. Tu es même investi de manière assez euh, long terme sur comment gérer ce facteur humain. Qu'est-ce qui fait qu'on peut cultiver le courage, en quelque sorte, d'aller s'impliquer aussi fortement dans ces démarches régénératives? Comment est-ce qu'on fait pour aider les dirigeants à cultiver ce courage-là, d'après toi? Euh, Effectivement, alors Elodie tout à l'heure a mentionné le dirigeant de Pocheco qui avait cette intention et qui a réussi à diffuser dans l'entreprise, et c'est un travail collectif. En coaching, on dit que une entreprise peut pas évoluer, se transformer au-delà du niveau de conscience de son PDG. D'où l'importance voilà, d'évoluer en conscience, de comprendre, et Elodie, tu le mentionnais, que c'est une approche systémique, hein, qu'on n'est pas... il y a quelque chose à désiloter, et d'ailleurs le vivant c'est ça, hein, c'est les interdépendances, et puis aussi de comprendre notre déconnexion vivant. Tu parlais de mieux côtoyer, j'ai bien aimé cette expression que tu as employée, mieux côtoyer le vivant. Ça vous a aidé beaucoup dans cette approche. Et effectivement, c'est réduire la séparation qu'il y a, les silos entre la nature d'un côté, l'homme de l'autre, et puis aussi notre propre sensibilité, émotion. Tu l'as mentionné aussi, Elodie. Pour moi, ça c'est un élément clé. Donc, il n'y a pas que les dirigeants, évidemment, parce on est tous leaders, hein. Être leader et leader vers le régénératif, bah, c'est pas une fonction en soi. Une Greta Thunberg, elle est leader dans ce qu'elle est, dans sa posture. Et donc, il y a à la fois l'importance effectivement du dirigeant pour favoriser les transformations, mais chacun est leader, et au fond derrière, c'est
il y a quelque chose de l'ordre, enfin, pour moi, la deep écologie, l'écologie profonde qui est qu'on retrouve dans l'approche du régénératif, c'est le prendre soin, c'est le care. Prendre soin du vivant, humain, non humain, des liens qu'on tisse et des écosystèmes. Et en ça, que ce soit un dirigeant ou leader, puisqu'on est tous leaders à notre niveau dans notre écosystème, euh, le principe d'un leadership régénératif, ça va être de favoriser la vie euh, autour de soi, dans les écosystèmes dans lesquels on est, favoriser les principes du vivant avec lesquels on interagit. Donc dans l'entreprise, ça va être les salariés, les parties prenantes évidemment, les communautés. On voit l'exemple de Pocheco intégré dans son territoire et aller coopérer avec dans le territoire. Et puis c'est aussi du vivant en lui. Et donc pour moi, là, ça passe par de l'expérientiel, par voilà, quelque chose de l'ordre de l'intériorité, hein, dont on s'est un petit peu coupé dans notre société. Et ça fonctionne, on le voit à travers l'exemple de la CEC. Donc là, on a des membres, la Convention des entreprises pour le climat, qui est vraiment un parcours transformant pour les dirigeants sur 9 mois, sur l'approche tête, corps, cœur. Et on a donné la prédominance à l'intellect, au mental, et c'est super, on a fait des choses absolument incroyables. Mais du coup, en se coupant et en ne s'autorisant pas les émotions, et c'est là où remettre du facteur humain peut permettre et de l'expérientiel, peut permettre d'aller s'autoriser à rouvrir ça dans nos organisations. Euh, le mieux côtoyer le vivant, c'est aussi revenir à de l'émerveillement, à de la sensibilité. Euh, et au fond, pour moi, il y a cette vraiment déconnexion du vivant. Sandra parlait à travers son outil d'IA, d'aller voir les causes racines. Et si on va voir la cause racine, pour moi, c'est pas tant la crise écologique ou autre que, au fond, une crise de déconnexion du vivant, de nos fonctionnements, quoi. Donc ça nécessite d'aller vraiment voir ça en profondeur. Et effectivement, pour moi, meilleure intégration du facteur humain dans les enjeux de transition, c'est clé. Et tu mentionnais, donc je contribue pour le GIECO, qui est le groupe international d'experts sur les changements de comportement, dont le premier rapport scientifique, là ça y est, va sortir le 2 juillet, après plusieurs années de travaux. Et le principe, c'est d'apporter au plus grand nombre, comme là, peut le faire Sandra avec ce principe de l'IA, d'apporter au plus grand nombre ses connaissances. Mais savoir ne suffit pas. Connaissance n'est pas suffisant pour changer, bah, sinon on le saurait et on changerait tous nos habitudes. Hein. Donc ça passe par, j'ai dit, de l'expérientiel, l'émotion, par voilà, se remettre ensemble, en coopération. Génial. Voilà. Merci beaucoup, Amélie. Comme on a commencé un petit peu avec un décalage, on est bon. Moi, j'avais éventuellement une dernière question à vous poser à toutes les trois, mais est-ce que vous seriez d'accord, comme je vois qu'il est 11h20 et qu'il y en avait peut-être qui avaient des contraintes d'horaire et qui ne pourront pas rester 10 minutes de plus je voudrais quand même juste être sûre qu'il n'y a pas des personnes qui ont une question qui leur brûle les lèvres et qui ne pourraient pas poser, avant éventuellement de vous poser cette dernière question que j'avais prévue et pour lesquelles on pourra essayer d'être succincte. Est-ce que quelqu'un veut lever la main pour poser oralement sa question ou dans le chat? Je voudrais pas qu'il y en ait qui restent avec un point d'éclairage nécessaire qu'il faudrait éclaircir auprès de nos speakers. Exprimez-vous. Non, bah alors je considère que tout est clair pour vous. Sinon, n'hésitez pas, moi je surveille le chat. Et s'il y a des questions de votre part, je saurai les poser à nos intervenantes. Génial. Et bah écoutez, ce que je voulais aussi maintenant, moi, voir avec Sandra, toi, je voudrais que peut-être que tu me dises plus particulièrement si demain on veut une entreprise s'engage de manière concrète dans cette démarche bio-inspirée, biomimétisme, engagée, ces sujets qu'on a évoqués aujourd'hui, au travers de ce que tu as aussi créé en parallèle d'Asteria, qui est un studio via Anima. Qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui veulent y aller pour de vrai et quelle est la première étape et globalement, comment s'inscrire dans cette démarche de manière réelle?
De mon point de vue, il y a effectivement deux étapes. Une qui, du coup, est en lien avec Cassiria, qui est de se dire j'ai pris conscience, j'ai envie de le faire, j'ai vu l'opportunité. Et donc, pour le coup, pour passer à l'action dans le concret, réussir à onboarder des équipes en interne, justement, sur Asteria, pour faire en sorte que ça devienne un réflexe d'aller interroger nature. Pour moi, c'est une des premières pistes. Et donc, c'est la piste, finalement, de l'outil. De se dire que outiller peut permettre de franchir ce pas une fois qu'on a conscience de l'opportunité. Et je dirais effectivement le deuxième pas qui est plus en lien avec mon activité d'Anima, qui est un venture studio qui a pour objectif vraiment grâce euh, à l'expertise entrepreneuriale, de réussir à passer de projets, de concepts, de prototypes à des solutions réellement mises sur le marché pour aller au bout de leur impact, tout simplement. C'est des choses qu'on travaille aussi avec les entreprises qui ont été dans ces phases-là de preuve de concept et qui, pour plein de raisons, souvent parce que il peut y avoir des solutions qui ont été créées qui sont un peu hors de leur supply chain classique ou sur des marchés qui ne sont pas encore très matures et donc eux ne sont pas capables dans leur structuration d'aller chercher ces marchés-là. Et donc typiquement un véhicule de start-up, de spin-off peut être intéressant à aller explorer, de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi est-ce qu'il y a eu des freins sur le développement de ces technologies bio-inspirées pour aller jusqu'au bout et du coup typiquement d'aller se faire accompagner pour trouver les bonnes structurations pour aller tester les marchés, pour aller faire avancer la chaîne de valeur, pour aller faire avancer l'expertise autour des sujets. Et donc là, pour le coup, avec plaisir pour en discuter plutôt sur une partie entrepreneuriale. Comment créer la bonne équipe autour pour que le projet avance dans la bonne direction, comment ancrer ces preuves de concept bio-inspirées dans une stratégie d'entreprise plus générale pour être sûr d'aller ensemble dans la bonne direction. Génial. Merci Sandra. Toi, est-ce que Elodie, tu pourrais nous dire qu'on est en train de on est arrivé à un plateau quelque part auquel on ne pouvait pas imaginer épandre votre modèle, ou au contraire, ce que tu es en train de me dire, et j'ai un peu eu la réponse dans tes questions, dans tes réponses précédentes, mais est-ce que c'est utopique, finalement, ma question d'imaginer que demain, une grande partie, si ce n'est toutes les entreprises, puissent imaginer des sites régénératifs comme vous l'avez fait vous? Non, la démonstration et les 500 projets que nous accompagnons, toutes ces entreprises qui s'inscrivent dans les parcours de la CEC, comme le Cité Amélie, ou dans d'autres parcours, enfin, il y a quand même une part des dirigeants qui ont pris conscience que c'était obligatoire pour pouvoir assurer une longévité de l'entreprise, de partir sur des systèmes beaucoup plus robuste, beaucoup plus adapté au monde fluctuant qui nous entoure. Donc non, c'est pas du tout une utopie. Et il faudrait que ça aille plus vite, mais c'est pas simple. Ça demande de l'innovation. S'il y a un facteur humain et des changements de comportement à adopter, c'est pas simple. Mais je pense que plus on sera nombreux à faire la démonstration, et plus on attirera d'autres entreprises qui ne demandent que ça. En fait, la question n'est plus tellement pourquoi je le fais, mais c'est plutôt comment je le fais. Et moi, je vois bien que les sollicitations que nous recevons sont de plus en plus nombreuses. Donc, c'est bien qu'il y a là une envie qui grossit chez les entreprises de s'inscrire dans cette démarche. Donc, c'est super. Présente dans toutes les têtes, la volonté, elle est là. Oui. D'après toi, plus on verra des modèles de petites, moyennes et grandes structures le faire et avec une forme de réussite, ou en tout cas de succès par rapport aux objectifs qu'elles se sont fixés, plus on Oui, mais arrivera à faire en sorte que ce soit oui. le modèle. Et chaque entreprise peut faire la démonstration sur un petit secteur de son entreprise. C'est aussi une manière de se lancer et de s'encourager à aller plus loin. C'est ce que je recommande souvent aux entreprises que je côtoie. C'est commencer par une petite action, mais qui a quand même un impact et qui est visible. Valorisez-la et vous verrez que vous attirerez d'autres collègues dans la démarche. D'autres auront envie de le faire sur d'autres sujets. Et puis ensuite, quand on est lancé, le retour en arrière n'est plus possible. Enfin, c'est que dans la courbe du changement, on voit qu'il y a une phase où on n'y croit pas, on est sceptique, et puis finalement, on le fait à petits pas, et puis à la fin, c'est impossible de faire autrement. Eh bien, il faut bien commencer. J'adore. Écoute, c'est très encourageant. J'aime entendre ce que tu nous dis là, et ça fait effectivement envie. Et je vais peut-être du coup laisser à Amélie nous expliquer finalement, d'après elle, puisque je sens que d'après tout ce qu'on a entendu à cette table ronde, il y a une question de mettre la première graine, faire le premier pas pour y aller. Puis une fois qu'on y est, quelque part, on imagine que
on est presque sur un point de non-retour et que c'est désirable dans ce qu'on essaie de construire comme société demain. Toi, Amélie, est-ce que tu aurais des outils aussi à mettre à nos dispositions ou des choses à poser pour nous pour savoir comment on peut se franchir ce cap à moyen ou à long terme? Est-ce que tu aurais quelques tips ou en tout cas pistes pour qu'on cultive tout ça chez nous? Tu disais qu'on était tous des leaders. Comment faire qu'on va tous franchir le cap en se déconnectant de cette table ronde s'il n'y a pas de questions après? Dans ce qui est de la littérature et qui est sorti, qui peut être des bons outils, guides pour les entreprises, bah, il y a l'aspect de l'AFNOR, d'Isabelle Delannoy qui est sorti, qui aide à la fois au discernement sur le régénératif, qui apporte des exemples inspirants pour aller sur cette trajectoire. Et puis il y avait le livre blanc de la BPI, enfin pour BPI Le Lab. Donc ça, c'est vraiment les guides un peu références en France. Et puis derrière ça, effectivement, commencer par les petits pas, aller nous-mêmes interroger nos propres conditionnements mentaux, nos propres peurs, nos propres croyances. J'étais impressionnée quand même quand Élodie a mentionné que DG de Pocheco a re-questionne, enfin, a inversé l'économique Rapport à l'argent, oui. l'économique en premier. Là, ça, c'est quand même un game changer, quoi. Et donc, ça revient à ce que je disais au début, de remettre le vivant, c'est la priorité, et le reste découle derrière. On a parlé de courage, on a parlé d'aller voir les questionnements profonds, parce qu'on peut vite être sur des actions en surface. Et en même temps, commencer par des petits pas, c'est aussi ce qui permet de se mettre en action et qui derrière va générer l'élan, le reste. Pour moi, c'est la régénération à la fois écosystème-territoire, donc là on est sur du plutôt structurel, sur de l'organisation. Il y a la régénération d'un point de vue des liens humains relationnels, et on peut voir l'entreprise, l'organisation comme un être vivant en soi, avec tous les individus qui la composent. Et puis il y a la régénération d'un point de vue individuel. Moi, en tant qu'individu, en tant que leader dans mon écosystème, comment je peux développer cette posture du régénératif, favoriser la vie en moi, autour de moi. Donc ça veut dire intégrer toutes les dimensions, hein, remettre l'intelligence du corps, l'intelligence du cœur, etc. Et voilà. Si on avait eu le temps, moi j'aurais bien aimé t'interroger, Aïna, toi qui es experte du biomimétisme, tu vois, j'aurais bien aimé t'entendre un petit peu. Si tu veux cette table ronde pour toutes les gens qui soient. Est-ce que vous aviez un dernier mot à dire? Avec plaisir pour ceux qui pourront rester. Moi, 5-10 minutes, je peux tout à fait rester pour ceux qui sont curieux, mais je dois aller au bout de ma mission de meneuse de table ronde et être sûre que vous avez toutes les trois dit ce que vous aviez envie de dire et que le public a bien pu poser des questions s'il y en avait encore en suspens. Vous me faites un grand signe, vous levez la main, vous criez, vous mettez des mots dans le chat et je saurai que vous avez des questions côté public. Et vous, est-ce que vous voulez juste nous terminer avec un dernier mot, une dernière phrase? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas dit pendant cette table ronde et que vous pensez être utile pour l'audience qui est encore présente en ligne? Ou est-ce que vous avez pu dérouler votre pensée? Virginie. Ouais, Ça peut être des questions ou des remarques, hein, ça peut être des remarques, des pieds dans le plat. Ouais, vous pouvez tout à fait mettre les pieds dans le plat. Vous avez un public pour connaître Amélie, Elodie et Sandra qui seront capables, qui ne se laisseront pas démonter si vous aviez des remarques ou des questions, hein. moi, j'ai peut-être une question qui s'adresse peut-être à Sandra, mais aussi aux autres, je ne sais pas. Euh, Par rapport à... j'ai compris qu'il y avait la plateforme IA Asteria qui permet de rendre actionnables les données de la biodiversité. Et ma question, c'est est-ce qu'il y a des données en matière de biodiversité, de biomimétisme, qui permettent d'innover en matière de relations humaines, justement, de rapports humains ou de relations à soi, d'intériorité. Enfin, voilà, je ne sais pas si je suis très claire dans ma question, mais voilà, je suis curieuse de savoir s'il y a un début de réponse à ça. Oui, c'est une très bonne question. Et en fait, on s'est posé cette question-là la semaine dernière avec Aïna, justement, et on a testé l'outil sur un sujet qui était plutôt managérial, de se dire, dans un environnement où mon manager
a une vision floue ou ne donne pas des précisions pour une direction, comment est-ce qu'on peut évoluer et comment donner une direction. Et on a été assez surprise, en vrai, de la manière dont l'outil, justement, a réussi à découper le problème et à donner, du coup, des insights comme ça, des pistes de réflexion hyper intéressantes. Je ne sais pas si, Aïna, tu veux en dire deux Oui, mots tout sur à fait. l'expérience qu'on a faite. Ouais, en fait, c'est effectivement moi, un sujet qui m'anime. Après avoir fait beaucoup de recherches technologiques sur le biomimétisme, moi, je m'intéressais en quelques mots à la manière dont les gorilles mangeaient des plantes pour se soigner, comment les symbioses marines pouvaient apporter des principes actifs clés. J'ai fini par m'intéresser à l'aspect comportemental il y a 5 6 ans. Je m'investis beaucoup dans cette recherche-là aussi pour voir comment le vivant peut nous inspirer par rapport à cette question qui vient d'être posée par Virginie. Et évidemment, Asteria étant mes colocataires à la Climate House. On s'est retrouvés à une démo il y a quelques jours ensemble et j'ai posé cette même question, c'est finalement est-ce qu'on va juste répondre à des problèmes tech avec l'outil ou est-ce que je peux poser des questions clés? Et effectivement, dans ce que tu décris, Sandra, moi ce que j'ai trouvé puissant dans la manière que l'outil a d'interagir avec nous, c'est qu'il permet de resegmenter les sous-questions derrière notre grande question. Parfois, nous, on a la paresse ou l'innocence de poser une question qui est large sur est-ce que la coopération peut être améliorée derrière grâce aux outils développés par le vivant, grâce aux stratégies développées par la nature. Et des fois, ils nous décomposent les problèmes sous-jacents à notamment la coopération. Et j'ai trouvé ça intéressant déjà cette première démarche. Ça nous a soulevé finalement, OK, derrière ce grand mot, qu'est-ce qu'on peut cacher comme sous-problème? Et derrière, pour éviter de sortir une grosse bouillie qui répondrait à tous les problèmes de coopération en général, j'ai aimé le fait qu'on puisse suivre un fil et se dire, bah, concrètement, si dans coopération, on imagine qu'il y a un problème de conflit, moi j'ai l'habitude de donner les mêmes exemples autour du siricate, du bicaron. J'ai une quarantaine d'exemples comme ça qui me permettent d'imaginer comment on peut s'inspirer de la nature en entreprise. Mais là, Asteria va pouvoir me permettre d'aller explorer de manière parfois encore plus changement d'échelle. J'ai eu des réponses sur la manière dont l'ADN est transmis en termes d'information et ça donnait des insights sur comment l'information peut être diffusée en entreprise. Et ça permet aussi parfois de changer d'échelle. Et j'ai adoré l'idée qu'ils viennent me chatouiller sur, il n'y a pas que les comportements animaux entre eux, des animaux sociétaux pour coopérer, il y a aussi comment la nature a imaginé des changements d'échelle pour faire d'un gène une protéine qui va s'exprimer dans le corps. Donc, je dirais que oui, l'outil semble être adapté. Il n'a pas été fait à la base uniquement pour ça. Donc, j'imagine qu'en plus, avec toutes les versions qu'on voit s'accélérer, il va y avoir de plus en plus de fonctionnalités là-dessus. Mais déjà, l'outil en tant que tel nous a apporté des premières pistes qui étaient chouettes, Merci. avec joie. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres remarques? Vous voulez compléter, Elodie et Amélie, sur la question comportement. Je vais devoir vous quitter. Nous t'excusons, Sandra. Toutes tes excuses sont acceptées. Merci mille Désolée. fois pour ton Avec éclairage. plaisir. Merci à vous. Merci Merci. Sandra. Bonne journée. On vous laisse quelques secondes, minutes là autour de la table pour réagir si vous avez envie. Soyez évidemment les grands bienvenus. Euh, et bah, sinon, en attendant, Amélie, si tu avais d'autres questions à me poser, moi je suis là. On J'aurais n'a plein rien de questions préparé. pour toi, Ina, avec ta magnifique expertise. Mm. Mais peut-être on peut demander à ceux qui sont connectés, qui ont pu écouter, peut-être quelques mots-clés dans le chat de ce que vous retenez, de ce que vous avez envie de mettre, ou alors à la volée comme ça, d'entendre voilà, les quelques mots qui résonnent particulièrement pour vous, de ce que vous retenez. Ouais, C'est intéressant pour nous aussi c'est à voir. intéressant d'avoir un nuage de mots dans le chat. Ouais. Si vous avez un mot-clé, quelque chose qui est ressorti, une émotion, est-ce que c'est de l'espoir qui vient? Est-ce que c'est le leadership? Qu'est-ce qui vous a marqué? Ça peut m'intéresser d'avoir ce nuage de mots ou en chat. Alors, j'ai humain, chaleureux, enthousiasmant et donne de l'espérance. Waouh, magnifique, merci Huguette. Et humain, j'aime bien finalement qu'il apparaisse aussi dans l'équation parce que parfois je trouve que on a tendance à vouloir, parce qu'on estime que l'humain a trop œuvré à se retrouver dans la situation dans laquelle on est, à vouloir l'exclure, alors que c'est, à mon sens, mais ça tu pourras aussi le défendre, Amélie, parfaitement, on a besoin de réhabiliter le fait que non, l'humain n'est pas l'espèce la plus idiote que la Terre ait portée parce qu'il se retrouve là. C'est juste une espèce qui a besoin d'être
C'est trop orienté. Je lis ce qu'Anne-Sophie nous partage, intégrer le biomime en toute chose. Ah, ça, c'est vrai qu'il n'y a pas un problème qu'on m'ait posé pour lequel le vivant n'a pas trouvé une forme de solution. Hmm. On a aussi Birgit qui nous dit positif, encourageant, vivant. Génial. Virginie, elle retient le rapport à l'économie. Pareil, je me suis posé la question, moi, de mon rapport, mon propre rapport à l'économie et à l'argent, parce que c'est valable pour une entreprise et pour les individus, je trouve, en fait, nous-mêmes, qu'est-ce qu'on met derrière ça. Donc, rapport à l'économie et l'argent, s'inspirer de la nature, remettre du vivant partout et surtout en soi. Moi, j'adore. Mathé nous parle de symbiose, magnifique, effectivement. Ouais, génial, merci pour ce partage. Et on va même pouvoir tenir presque à temps, malgré cette régie technique de démarrage. On a tous fini par atterrir au bon endroit. Merci beaucoup pour votre patience. Merci pour votre écoute. Est-ce que vous voulez terminer avec un petit mot? Moi, je veux bien vous laisser le floor pour finir, Amélie ou Élodie, si vous avez un dernier message à nous partager. Pour moi, il y a ouais, peut-être un élément qui est le vivant, c'est les cycles, hein, j'ai mentionné, c'est voilà, il y a plein de cycles, les saisons, etc. Et peut-être l'invitation serait comment on remet plus de rituels dans notre quotidien et dans les organisations. Dans les rituels, il y a quelque chose de sacré et de reconnecté au vivant pour moi. Mm. J'adore. Ce qui me Ouais. vient là. Et moi, je Tout dirais renouer avec le vivant, ça fait du bien. C'est vrai. Et ce qui est intéressant, c'était de voir qu'à la base, Elodie, chez vous, c'était un sujet Oui, de de qualité de conditions de travail. travail, oui, Ouais. tout à fait. Bah, de vivant, mais de vivant, celui que l'on connaissait le mieux, c'est-à-dire nos proches collègues. Tu vois, et c'est quand on a commencé à intégrer de vivant biodiversité un peu plus éloignée de notre propre espèce que là, on a fini par s'y intéresser aussi. Jérémy qui est venu passer une petite tête pour s'assurer. Est-ce que tu veux, toi, clôturer cette table ronde? On a eu des super échanges. Est-ce que tu avais un mot final à la combiner? Non, non, je vous laisse, je vous écoute avec plaisir. Merci pour tous ces jolies pensées. Merci beaucoup pour le coup à Elodie Sandra qui nous a quittés du chat et à Amélie pour tous vos beaux partages. Merci à vous. Et au plaisir de vous recroiser par d'autres Merci, moyens. merci vraiment de tout cœur. Merci, Merci. Juliette. Ne fermez pas la fenêtre tout de suite pour que Oui, l'enregistrement se prête. Laissez la fenêtre ouverte peut-être 5 minutes, s'il vous plaît. ok. Merci et bravo pour les lauriers de la régénération. À bientôt. Merci. Merci, Elodie. Alors, on peut annuler l'enregistrement, enfin, fermer l'enregistrement et attendre 5 minutes. Ok. Et ben, nous, on a juste à se mettre en off audio et vidéo et on te laisse. Ou on peut quitter et Voilà, toi, tu restes. voilà, voilà. Donc, arrêtez l'enregistrement. C'est à moi de le faire ou vous pouvez le faire? Moi? Moi, je l'ai fait via une IA. Donc, l'enregistrement est terminé de mon côté. Par contre, via Zoom, je pensais que c'était ton collaborateur qui avait lancé l'enregistrement. Alors, comment on arrête ça? L'enregistrement, c'est pas fait sur Zoom apparemment. Mais par contre, moi, j'ai enregistré via une IA. Si t'as besoin. Qu'est-ce que tu voulais faire de l'enregistrement, toi, de ton côté? Ben, il faut juste arrêter l'enregistrement. Donc, Il est pas, il n'y a pas d'enregistrement en cours. Amélie, tu peux arrêter l'enregistrement? C'était